Alors, je vous propose qu'on passe à la première partie, on va dire, participative de cette Erasmus Days, avec l'intervention de deux experts execs. On a vraiment la chance de pouvoir les avoir. Donc, l'Europe avait lancé un programme de reconnaissance des acquis sur la précédente programmation. Et puis l'Europe nous fixe un nouveau cap, peut-être encore un petit peu plus ambitieux que précédemment. Et notre volonté, dès le début de cette nouvelle programmation, c'est de pouvoir prendre en compte ces problématiques, prendre en compte cette ambition, cette volonté, ces enjeux même pour demain, pour la réussite de nos formations, la réussite finalement des jeunes, et de faire en sorte que les salariés de demain soient des salariés, on va dire, européens. Eh bien, je vais vous laisser déjà l'intervention de M. Thierry Joseph. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis Thierry Joseph. Je suis ravi donc d'être en visio avec vous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Nous allons prendre la parole à deux voix. Je suis accompagné aujourd'hui par un autre collègue de l'équipe d'experts animé par l'agence Erasmus qui se présentera après moi. Donc, deux mots de présentation en introduction. Moi, je fais partie donc de l'équipe d'experts. Alors, je vais encore dire EGVET, vous comprendrez pourquoi je dis ça tout à l'heure. De l'équipe d'experts EGVET, donc, qui a été mise en place par l'agence Erasmus il y a une dizaine d'années, justement pour favoriser donc la diffusion, l'appropriation de cette démarche donc par les porteurs de projets. La Commission européenne a souhaité que dans tous les pays membres, dans la plupart des pays membres, une équipe de ce type soit mise en place par les agences nationales, et en l'occurrence l'agence Erasmus France, qui est chargée d'animer cette équipe. Donc, moi, je me suis retrouvé dans cette équipe. Pourquoi? Parce que je me suis intéressé à la mobilité pendant de longues années. Donc, j'ai été chef d'établissement dans un centre de formation d'apprentis. Donc, j'ai fait partir de nombreux jeunes à l'étranger sous différentes formes, des mobilités courtes, des mobilités plus longues, des mobilités reconnues, des mobilités, enfin voilà, donc différents types de projets. Et puis, j'ai piloté aussi un projet EGVET de première génération qui était porté par la Commission européenne. Voilà à quel titre on m'a demandé de rejoindre cette équipe à laquelle j'appartiens depuis qu'elle a été mise en place il y a une dizaine d'années. Voilà ce qui me concerne. Je vais laisser la parole à Jean-Jacques Diverchy qui va intervenir avec moi là pour qu'il se présente. Merci Thierry. Je m'appelle Jean-Jacques Diverchy. Moi, comme Monsieur Joseph, je suis expert formation professionnelle pour l'agence Erasmus. Comme le dit Monsieur Joseph, c'est un prolongement de l'EGVET. Et on va surtout parler de ces aspects formation professionnelle et puis mobilité à visée certificative à l'étranger. Alors, moi, pour ma part, je suis dans l'équipe d'experts EGVET depuis 2 ans. C'est à la demande du ministère de l'Éducation nationale, notamment la DGESCO et la DRIC, pour représenter l'éducation nationale dans ce pôle d'experts Erasmus. Une première phase donc, que je vais présenter, qui consiste à rappeler le cadre européen, l'évolution de ce cadre, quelques principes fondateurs donc, de ces démarches de valorisation, de reconnaissance des mobilités. J'aurais pu commencer cette présentation en vous disant EGVET n'existe plus. Voilà. Et donc, en présentant les choses comme ça, je dirais la messe est dite et puis on passe à autre chose. Alors, effectivement, EGVET n'existe plus. Et donc, à ce titre, nous ne sommes plus des experts EGVET. Nous sommes des experts VET, des experts de la formation professionnelle. Voilà. EGVET n'existe plus, et là, je crois qu'il faut s'arrêter 2 minutes sur cette situation, n'existe plus en tant que sigle, acronyme, depuis le début de l'année 2021. C'est en fait lié à la nouvelle programmation dont on a parlé dans les interventions donc, des 2 recteurs et du président régional des maisons familiales. Cette nouvelle programmation a été l'occasion
de toiletter la recommandation européenne concernant ECVET et la formation professionnelle. Alors, vous avez sur cette première diapositive une partie du texte de cette recommandation du Conseil en matière d'enseignement et de formation professionnelle. Alors, en faveur, c'est un terme très générique, de la compétitivité durable, de l'équité sociale, de la résilience. Voilà, ça fait partie du cadre européen, du portage politique. Mais l'essentiel pour ce qui nous concerne aujourd'hui est la suite. Disant que la recommandation dont je parle maintenant remplace celle de 2009, donc qui avait une dizaine d'années, et qui avait été mise en place à ce moment-là pour proposer un cadre européen de référence en matière de formation professionnelle et de qualité dans la formation professionnelle, et notamment cette recommandation 2019 établissait le système européen de crédit d'apprentissage, c'est-à-dire le système ECVET. Voilà. Si on regarde maintenant la diapositive suivante, qu'est-ce qu'elle dit? La présente recommandation ne fait plus apparaître les ECVET en tant que tel, mais inclut et reprend les principes d'ECVET. Voilà. Et l'essentiel est là. Alors, on oublie le sigle, mais on garde les principes. Et peut-être deux mots d'explication pourquoi ce sigle, finalement, a été laissé de côté. C'est parce que depuis le début, moi j'ai suivi ça sur les 10 années donc, pendant lesquelles j'ai intervenu auprès des porteurs de projets, donc en tant que membre de cette équipe, c'est qu'il y a, depuis le début, une confusion sur ECVET sur la notion de crédit. Voilà. ECVET, c'est un système de crédit, mais dans lequel aussi on évoque la notion de points de crédit. Alors, les crédits, les points de crédit. Quand on parle de points de crédit, beaucoup de professionnels de la formation professionnelle font tout de suite le lien avec les ECTS, qui est le système donc, qui, lui, s'applique à l'enseignement supérieur. Et donc, ça crée de la confusion, ça crée parfois de la suspicion, de l'incompréhension. Et donc, je pense que la voie de la raison et de la sagesse a dit, si c'est le sigle qui pose problème, supprimons le sigle, mais gardons les principes. Voilà. Parce que ces principes se sont petit à petit installés dans le panorama de la formation et notamment dans les projets de mobilité. Parce qu'au moins sur ces 10 dernières années, on a pu voir au niveau de l'agence Erasmus et des projets qui remontent chaque année, on a pu voir ces projets monter en qualité et en ambition. Bon. Et en ambition quant à la valorisation des acquis et des résultats de la mobilité. Parce que le véritable enjeu, il est là. Dans tout ce qui a été dit avant nous, il a été confirmé, ce sur quoi aujourd'hui tout le monde est d'accord, que si on développe ces projets de mobilité, si on les met en œuvre, c'est parce qu'on est tous convaincus qu'ils ont de la valeur. On est tous convaincus qu'ils apportent une plus-value dans un parcours, qu'ils apportent tout un tas de dimensions personnelles, professionnelles, supplémentaires aux jeunes qui en bénéficient. Donc, ce constat aujourd'hui il est établi et qui parle de valeur ajoutée, qui parle de valeur supplémentaire. À un moment donné, cette valeur, il faut la rendre visible. Cette valeur, il faut pouvoir la rendre concrète et il faut trouver des mécanismes qui permettent finalement de mettre en place un système donc, de valorisation de ces projets et de reconnaissance de la plus-value qu'ils apportent aux jeunes qui en bénéficient. Voilà. Et ça, c'est ces deux mots-clés, valorisation, reconnaissance. C'est quand même les deux mots-clés, je crois, qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de projet de mobilité et lorsqu'on veut évoquer les principes d'ECVET. Alors, je vous dis qu'ECVET n'existe plus. Je vais quand même employer le terme ECVET parce que ça permettra de planter le décor et de situer le contexte. Mais vous avez bien compris que, on a abandonné un cycle, mais on a réaffirmé les principes. Alors, ces principes, mon propos ce matin, avant de laisser la parole à Jean-Jacques Diverchy, c'est quand même de les rappeler. D'abord, que toutes les initiatives de la Commission européenne en matière de formation professionnelle vont tous dans le même sens, c'est-à-dire contribuer à rendre les systèmes de formation professionnelle en Europe plus transparents, de manière à ce qu'ils puissent mieux communiquer les uns avec les autres et de manière à favoriser finalement ces mécanismes de valorisation, de reconnaissance réciproque. Donc, premier principe, c'est tout ça, c'est fait pour contribuer
à la transparence des compétences et des certifications. Pour mieux communique mieux avec les autres, je vais juste illustrer par un point le cadre européen des certifications, le QF. Bon, il a pour but de pouvoir comparer des niveaux de diplôme. Quand on parle en Europe de diplôme de niveau 4, ça parle à tout le monde. Un bac professionnel, c'est un diplôme de niveau 4. Si on dit ça à des partenaires européens, tout de suite en face, ils mettent des diplômes de niveau équivalent. Ça permet d'avoir un barème, une échelle et donc de mieux se comprendre. Voilà, c'est un exemple d'initiative favorisant la transparence. Deuxième objectif ou principe qu'il faudra affirmer, tout ça c'est fait pour favoriser l'intégration des projets de mobilité dans les parcours de formation. Une mobilité, ce n'est pas une parenthèse, c'est un élément du parcours. Ça doit contribuer à mieux structurer les projets de mobilité de manière à ce qu'ils trouvent vraiment leur place dans ces parcours de formation, à les valoriser et à les reconnaître, qui sont les deux points clés que j'évoquais tout à l'heure. Alors, si on passe à la diapositive suivante, qu'est-ce qui reste finalement de la méthodologie ou de la démarche ECVET? L'essentiel. ECVET proposait quoi? Proposait finalement d'exprimer le résultat d'une mobilité en acquis d'apprentissage. Alors, le terme anglais, learning outcomes, pour une fois, l'anglais me semble peut-être plus clair que l'équivalent en français. Learning outcomes, c'est finalement la variable de sortie d'un processus de formation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sait faire à la fin d'un processus de formation ou d'une phase de formation. C'est la notion d'acquis d'apprentissage. Et si on veut le mettre l'équivalent dans notre environnement national, finalement, ce qui est le point commun entre tous les systèmes de formation en Europe, c'est qu'ils ont tous pour finalité de construire des acquis d'apprentissage, de construire de la compétence. Donc, le point commun entre tous les systèmes, c'est cette notion d'acquis d'apprentissage. Et ça, personne ne le remet en cause. Ça va un peu trop vite, là, je n'avais pas tout à fait fini. Est-ce qu'on peut passer à... Voilà. Deuxième élément, ces acquis d'apprentissage, la recommandation, suggérer de les regrouper en unités qui ont du sens dans une situation professionnelle. Un acquis d'apprentissage tout seul, généralement, n'a pas beaucoup de sens. Il a du sens si on le combine avec d'autres acquis d'apprentissage pour pouvoir exécuter une tâche donc, dans une situation professionnelle. Donc, ça a fait émerger la notion d'unité d'acquis d'apprentissage, un ensemble cohérent d'acquis. Et donc, si on faisait le parallèle aussi avec notre environnement national, on pourrait mettre ça en lien avec la notion de bloc de compétences dont on parle beaucoup actuellement dans le système national. La diapositive suivante. Voilà. Autre principe réaffirmé, c'est que ces acquis d'apprentissage, ils doivent pouvoir être transférés d'un contexte à un autre. Alors, si je parle de mobilité, il y a des partenaires qui accueillent vos élèves, vos apprentis, vos stagiaires. Et ces jeunes, ces apprenants, quand ils finissent leur période de mobilité, reviennent dans leur structure d'envoi, dans leur établissement d'origine, avec des acquis. Ils ont appris des choses. Ce qu'ils ont appris, on l'exprime donc en acquis d'apprentissage. Et donc, ils doivent pouvoir revenir dans leur établissement d'origine avec un relevé de résultats dans lequel les acquis qui sont le résultat de cette période de mobilité sont mentionnés après avoir été évalués et donc afin de pouvoir être transférés de la structure d'accueil et de la structure d'envoi. Donc, on voit que ça met en œuvre un mécanisme de transfert d'un contexte à un autre, de transfert d'acquis d'apprentissage d'une structure d'accueil vers la structure d'envoi. Donc, avec derrière aussi un objectif de reconnaissance d'acquis d'apprentissage et d'accumulation des acquis qui permet donc progressivement d'obtenir une certification. Donc, ce système de transfert, il est important, c'est un autre des principes qui est conservé de la recommandation ECVET. Les acquis d'apprentissage doivent pouvoir être transférés. Et donc, on doit pouvoir transférer ce qui a été acquis dans un contexte vers un autre contexte. Juste 2 minutes pour faire le parallèle avec le quotidien de toute structure de formation. Quand des jeunes partent en période de formation en milieu professionnel, si ce sont des lycéens, ou quand ils parlent d'entreprise, si ce sont des apprentis, ils passent bien d'un contexte à un autre. Et quand même, l'objectif qui est le nôtre dans ces mécanismes, dans ces parcours de formation, c'est de pouvoir faire en sorte que quand ils reviennent d'une période de formation ou d'une période d'entreprise, on puisse récupérer ce qu'ils ont fait dans cette période de formation ou ce qu'ils ont appris dans l'entreprise
pour pouvoir continuer la suite du parcours. Donc, ECVET, les principes ECVET ne disent rien de plus que ça. Il faut être capable de pouvoir transférer d'un contexte à un autre ce qui a été acquis dans un contexte pour pouvoir se l'approprier dans l'autre contexte. Voilà. Donc, autre principe réaffirmé, ce principe de transfert, de reconnaissance, d'accumulation d'acquis. Alors, dans la mise en œuvre, c'est sur la diapositive qui suit, on voit tout bien que tout ça, tout ce mécanisme qui consiste à écrire une mobilité en acquis d'apprentissage, à regrouper ces acquis en bloc ou en unité, de manière à pouvoir les transférer d'un contexte à un autre, d'une structure d'accueil vers une structure d'envoi. Voilà, j'étais en train d'expliquer que tout ça, si on veut le mettre en place, c'est un principe de co-construction, de coopération entre les acteurs d'un projet, que sont une structure d'envoi, une structure d'accueil et un certificateur. Et j'insiste beaucoup ça parce qu'à partir du moment où il y a un objectif de reconnaissance, dans la reconnaissance est du domaine de responsabilité du certificateur et que tout projet qui vise à cet objectif de reconnaissance certificative ne peut pas se mettre en place sans que le certificateur soit acteur de cette co-construction. Voilà. Et donc, dernier principe fondateur de cette recommandation ECVET, mais qui a été conservé dans la nouvelle recommandation, c'est que pour mettre tout ça en place, il faut que ça se fasse dans un cadre de confiance mutuelle entre les acteurs, parce que bon, pour pouvoir finalement valoriser ce qui a été appris dans un contexte, il faut que dans la structure qui délègue finalement une partie du parcours à un partenaire ait confiance dans ce partenaire. La mise en œuvre d'un projet qui reprend ces principes repose finalement sur ce jeu entre les acteurs, une structure d'envoi qui va déléguer une partie de la formation, en tout cas une partie du parcours à une structure d'accueil, et qui va commander à cette structure d'accueil un résultat qui aurait été exprimé en acquis d'apprentissage. Quelles sont les compétences attendues à l'issue de la période de mobilité? Voilà. Il faut que la commande soit explicite et cette commande est exprimée en acquis d'apprentissage. La structure d'accueil doit proposer aux stagiaires qui l'accueillent, aux élèves qui l'accueillent, aux apprentis qui l'accueillent, des activités adaptées qui permettent d'obtenir ce résultat. Et un point important à ce niveau-là, c'est qu'on commande un résultat, on le commande en l'exprimant, en l'écrivant en acquis d'apprentissage, en compétence, on ne commande pas la manière d'obtenir le résultat. Voilà. C'est toute la richesse d'une mobilité, c'est de pouvoir obtenir un résultat dans un cadre, un environnement qui est différent du nôtre. Donc, libre à la structure d'accueil d'obtenir ce résultat par des moyens qui sont ceux qu'on met en œuvre habituellement dans le pays d'accueil. Mais par contre, le résultat, on l'exprime en acquis d'apprentissage et c'est celui qui doit être obtenu afin de pouvoir être intégré au retour dans le parcours de formation. Ça, c'est la commande à l'issue de la période de mobilité. Si on veut valoriser un résultat, donc pouvoir estimer s'il a été atteint, ça passe forcément par une phase d'évaluation de ces acquis, des acquis qui ont été commandés. Et donc là, dès lors qu'on a un objectif de reconnaissance certificative, les outils d'évaluation, les grilles, les supports, les procédures, sont des procédures qui doivent être compatibles avec les exigences du certificateur. Donc là, effectivement, on doit fournir à la structure qui accueille des jeunes les outils qui vont lui permettre d'évaluer les résultats commandés avec des démarches, des outils, des éléments qui sont compatibles avec ceux du pays d'origine, donc de la structure d'envoi. Donc la validation est faite, l'évaluation est faite par la structure d'accueil et au retour, la structure d'envoi valide ces résultats qui ont été consignés dans un relevé de résultats. Alors j'ai mis valide ou non. Voilà. Pourquoi? Parce que dans des mécanismes comme ça de transfert, souvent ça marche, mais parfois on peut s'apercevoir que l'évaluation n'a pas été faite dans les conditions qui avaient été établies au préalable, que bon, voilà, on peut avoir des doutes sur la fiabilité de cette évaluation, donc on peut se réserver le droit de ne pas valider le résultat. Et puis dernière diapositive sur ce sujet, donc de mise en œuvre. Au bout du bout, quand on a vraiment un objectif de reconnaissance et que cette démarche de reconnaissance est compatible avec les processus de certification, c'est le certificateur qui reconnaît ces acquis d'apprentissage qui ont été évalués par une structure d'accueil, validés par l'organisme d'envoi et qui ensuite remontent au certificateur pour qu'il puisse les intégrer dans le processus de certification. Et donc, dernier point en ce qui me concerne, donc avant de faire une petite synthèse, que pour conserver un cadre qualité à toute cette démarche, un des points de la recommandation, c'est de formaliser toutes ces procédures, de contractualiser finalement
la relation qu'il va y avoir entre structure d'accueil, structure d'envoi, et de le contractualiser aussi en associant le certificateur. Donc, il est recommandé que tout ça se soit consigné, soit décrit, se soit explicité dans un contrat pédagogique afin de garantir la fiabilité des résultats obtenus. On voit bien ce mécanisme de mise en œuvre, une structure d'envoi qui commande, une structure d'accueil qui exécute et un certificateur qui reconnaît, tout ça dans un cadre qualité qui repose sur un contrat dans lequel tout est décrit de manière la plus détaillée possible. C'est-à-dire un peu le cercle vertueux de la mobilité, ou si on le lit dans le sens des aiguilles d'une montre, donc il y a l'avant, le pendant et l'après. Avant, donc, il y a toute la phase de préparation dans laquelle on décrit un résultat en acquis d'apprentissage. On établit un contrat entre les partenaires de manière à bien définir le qui fait quoi, le résultat attendu. Après, il y a le pendant, où on passe la main à l'organisme d'accueil qui va mettre en œuvre finalement la commande passée par la structure d'envoi et qui va, à la fin de la période de mobilité, évaluer le résultat commandé avec les outils d'évaluation qui lui ont été fournis. Et puis, après la mobilité, l'organisme d'envoi récupère ces résultats, les valide, les prend en compte dans la suite du parcours, de manière à ce qu'il y ait une continuité pédagogique. Et quand on le peut, quand tout ça, c'est compatible avec les processus de certification, le certificateur reconnaît ces résultats, les reconnaît au sens certificatif du terme, reconnaît ces résultats qui sont pris en compte dans toute la démarche de certification. Voilà le processus de mise en œuvre des principes qui étaient ceux d'ECVET. Alors, vous voyez qu'il y a un blanc au milieu de cette diapositive. Avant, on mettait ECVET au milieu. Voilà. Bon, supprimer ECVET, puisqu'ECVET n'existe plus, mais les diapositives avant, c'était exactement la même. Donc, on a supprimé le sigle, mais on a gardé les principes. Voilà. Donc, les principes, pour conclure sur cette première partie-là, je crois qu'il faut en retenir 4. Le premier, c'est qu'une mobilité, ça se décrit en acquis d'apprentissage. Que ces acquis d'apprentissage, on les réunit chaque fois possible en unité, en bloc, de manière à pouvoir accrocher ça à un environnement et à une situation professionnelle dans une structure d'accueil. Deuxièmement, pour que ce résultat, on puisse garantir sa fiabilité, sa qualité, on contractualise, on formalise, on passe un contrat entre l'ensemble des partenaires de manière à bien indiquer le qui fait quoi et comment on le fait. Quatrième principe, après les unités, les acquis, les unités, les contrats pédagogiques, la confiance mutuelle. Il est bien évident que pour mettre ça, il faut connaître ses partenaires, il faut leur faire confiance, il faut savoir qu'on peut se reposer sur eux et que s'ils nous fournissent un résultat, ce résultat, on sait que on peut donc de manière quasi systématique le valider et reconnaître sa qualité et sa valeur. Voilà, les 4 principes. Ces 4 principes, ce sont ceux qui émanent de la recommandation ECVET, qui ont été réaffirmés aujourd'hui. Et finalement, même si ECVET n'existe plus, les principes sont réaffirmés et ça ne change pas grand-chose à la manière dont on propose de mettre en œuvre aujourd'hui des mobilités à visée certificative. Voilà, donc ce que je vais évoquer, enfin, dans le prolongement de ce que Thierry vient de donner, c'est-à-dire les grands principes d'ECVET, c'est la mise en œuvre de mobilité à visée certificative à l'étranger dans les diplômes professionnels relevant du ministère de l'Éducation nationale. Bon, je parle du ministère de l'Éducation nationale, mais c'est applicable également dans d'autres ministères, et je pense notamment au ministère de l'Agriculture. Alors, si on évoque un petit peu ces unités d'acquis d'apprentissage dont a parlé Thierry, nos diplômes professionnels de l'éducation nationale s'y prêtent bien, puisqu'il y a depuis très longtemps, nos diplômes professionnels sont au niveau du règlement d'examen découpés en unités professionnelles, qu'on appelle maintenant aussi blocs de compétences, donc des blocs de compétences qui sont cohérents en termes d'activité professionnelle. Alors, si on avance, parce qu'il y a une animation là-dedans. Alors, quels sont les diplômes qui sont concernés ? Bien, ce sont les diplômes de la formation professionnelle au niveau du secondaire. Ce sont les diplômes de niveau 3, c'est-à-dire le CAP, ou la mention complémentaire de niveau 3,
post-CAP, même si il n'y en a pas beaucoup de ce type de mention complémentaire. Ensuite, il y a les diplômes de niveau 4, bac pro, brevet professionnel, brevet des métiers d'art, et la mention complémentaire de niveau 4, c'est-à-dire post-bac pro ou post-brevet professionnel. Bon, je n'évoque pas un diplôme que vous avez peut-être dans vos établissements, ce sont les BTS. Je vous rappelle que les BTS sont d'abord du niveau 5, relèvent de l'enseignement supérieur. Et tout à l'heure, ça a été évoqué rapidement, il y a un autre dispositif qui est réservé pour l'enseignement supérieur, ce sont les ECTS. Et donc, ce que je vais dire ici au niveau de la visée certificative ne s'adresse pas pour ces BTS, mais il va sans dire que organiser sur le plan qualité une mobilité pour des étudiants qui préparent un BTS, ça s'organise de la même manière que pour des élèves qui se trouvent dans une formation professionnelle au niveau 3 ou au niveau 4. Alors, sur la diapo suivante, quel est le cadre réglementaire? Alors, je vous demande d'avancer, là, voilà. Quel cadre réglementaire pour ces mobilités à l'étranger? Bon, une chose qu'il faut retenir, puisque tout à l'heure on l'a évoqué, c'est le certificateur, ça reste le ministère de l'Éducation nationale. Donc, il va sans dire que dans le cadre d'une mobilité à visée certificative à l'étranger, c'est le règlement d'examen du diplôme professionnel qui est postulé en France qui s'applique. Donc, il n'y a que lui, ce n'est pas du tout une réglementation qui serait propre au pays où se déroule la mobilité. Alors, comment peut se faire la reconnaissance des acquis d'apprentissage lors d'une mobilité à l'étranger? On va voir qu'il y a trois possibilités. La première, on vient de le dire, les unités d'acquis d'apprentissage, ça peut être une unité professionnelle obligatoire du diplôme, à une condition, il faut que cette unité soit évaluée en contrôle en cours de formation. Alors, pour le type de candidat dont relève l'apprenant en mobilité. Donc ça, c'est un impératif, puisque l'évaluation va se faire pendant la mobilité, donc pendant la formation qui se déroule à l'étranger, il va sans dire que cette évaluation se fera dans le cadre du CCF. Deuxième possibilité pour ces mobilités à visée certificative, c'est l'unité facultative de mobilité, donc on appelle l'UFM, à la condition bien sûr que le diplôme visé ait fait l'objet d'un arrêté de création d'une UFM. Alors on verra après donc quels sont les diplômes concernés. Cette unité facultative pour les élèves qui seraient en mobilité, on le verra après, mais ça permet de valider des compétences transversales, qui ne sont pas les compétences professionnelles directes du diplôme, mais des compétences qui sont transversales à toutes les spécialités d'un même diplôme. Le gros avantage, c'est que cette unité facultative, comme toute unité facultative dans un diplôme professionnel, va permettre de rapporter des points pour le jeune qui serait en mobilité, puisque on ne prend en compte que les moyennes au-dessus de 10. Donc, pour là, cette UFM, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de gagner des points pour l'obtention du diplôme. Puis après, troisième voie, c'est de réunir les deux précédentes. On peut très bien cumuler dans une mobilité à la fois la reconnaissance d'une unité professionnelle obligatoire, une PO, et puis une UFM. Bon, c'est rare parce qu'il y a déjà beaucoup à faire, que ce soit pour une unité professionnelle obligatoire ou une UFM, il y a déjà beaucoup à faire. Cumuler les deux, bon, je n'ai pas beaucoup d'exemples d'établissements qui aient pu travailler sur les deux en même temps pour une seule mobilité. Alors, sur la diapo suivante, alors, comment savoir pour l'unité professionnelle obligatoire? En fait, c'est le règlement d'examen qui va permettre de voir si on peut valider
une unité professionnelle obligatoire à l'étranger. Ce qu'il faut regarder dans ce règlement d'examen, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de voir si l'unité que l'on souhaite faire valider à l'étranger est évaluée sous forme de contrôle en cours de formation. Donc ça, c'est un impératif. Ensuite, donc, si on continue, le diaporama. Alors, l'UFM maintenant. La possibilité de disposer dans les CAP, Bac Pro, brevet professionnel et brevet des métiers d'art d'unités facultatives de mobilité, validant des compétences acquises au cours d'une période de formation effectuée à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne. Ce qu'il faut regarder, c'est si, là, c'est dans l'arrêté de création ou de rénovation d'un diplôme professionnel, si cette unité facultative existe. Elle n'existe pas pour tous les diplômes, c'est pas automatique. Tout à l'heure, dans une des diapos, je vous ferai un petit tableau de synthèse des diplômes concernés. Si on avance, alors l'UFM, tout à l'heure je l'ai dit, va permettre à l'apprenant de bénéficier des points au-dessus de 10 qu'il obtiendra lors de cette évaluation à l'étranger. Et en plus, s'il a plus de 10, une note supérieure ou égale à 10 à cette UFM, on pourra lui délivrer une attestation mobilité pro qui sera jointe au diplôme. Alors c'est assez intéressant puisque c'est quelque chose qu'il pourra valoriser au travers d'un CV, par exemple. Alors, en plus, même si on n'obtient pas le diplôme, et si on a obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'UFM, on garde cette attestation pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'on obtienne finalement le diplôme. Diapo suivante. Alors, tout à l'heure, j'en ai dit un mot. Pour l'UFM, il y a un référentiel de compétences qui est spécifique à l'UFM. Ce sont des compétences transversales, très génériques, qui couvrent toutes les spécialités d'un même diplôme. Donc, il ne s'agit pas des compétences professionnelles au sens strict du diplôme, celles qui apparaissent dans le référentiel de certification. Je vous renverrai aux arrêtés qui définissent l'UFM, où on trouve ce référentiel de compétences transversales spécifique à l'UFM. Diapo suivant. Alors, si on fait un petit tableau avec les différents diplômes que j'évoquais tout à l'heure, il y a les 6 diplômes, CAP, mention complémentaire de niveau 3, Bac Pro, brevet professionnel, brevet des métiers d'art, mention complémentaire de niveau 4. Bon, pour ce qui est de l'unité professionnelle obligatoire, pour chacun de ces diplômes, c'est possible, à condition, bien sûr, que l'unité en question soit validée en CCF. Pour l'UFM, alors, pour le CAP, c'est uniquement si l'UFM se trouve dans le règlement d'examen. Alors, cette possibilité pour le CAP d'avoir cette UFM est assez récente, ça date c'était du mois d'août 2019. Donc, c'est au gré des créations de CAP ou de rénovation de CAP que peut se faire cette création d'UFM. Donc, même vous avez peut-être certains CAP anciens, même les CAP qui sont assez récents, au-delà de 2 ans, qui ne sont pas encore concernés par l'UFM. Donc là, il faut absolument les regarder dans le règlement d'examen. Pour les mentions complémentaires, qu'elles soient de niveau 3 ou de niveau 4, elles n'ont pas la possibilité d'avoir une UFM, parce que dans le règlement général d'une mention complémentaire, il n'est pas possible d'avoir une unité facultative. Pour le bac pro, là, c'est possible pour tous les bacs pro, parce que cette UFM a été introduite en 2014
pour tous les bacs pro et dans le règlement général des bacs pro, donc quelle que soit la spécialité. Donc, pour les bacs pro, il ne faut même pas se poser la question, l'UFM existe. Et puis après, pour les brevets de professionnels et les brevets de métiers d'art, c'est comme pour le CAP, il faut regarder dans le règlement des examens si cette UFM existe. Je vous rappelle aussi que pour le brevet professionnel et le brevet de métier d'art, cette possibilité d'avoir une UFM est récente, elle date aussi du mois d'août 2019, comme pour le CAP, donc c'est au gré des rénovations et de création de ces diplômes que l'UFM apparaîtra. Alors, si on poursuit un petit peu, alors quels sont les centres de formation éligibles à la mobilité certificative pour leurs apprenants? Elle n'est possible que pour les centres de formation qui peuvent pratiquer le contrôle en cours de formation, c'est évident. Alors, quels sont ces établissements? Ce sont les établissements publics ou privés sous contrat de formation professionnelle, initiale et ou continue, et les centres de formation d'apprentis ayant obtenu l'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation. Alors, j'attire votre attention sur les CFA qui relèvent alors de l'éducation nationale ou qui relèvent des GIP ou d'un GRETA. Depuis le mois de juillet 2021, il y a un arrêté qui est sorti comme quoi ces CFA sont automatiquement habilités à pratiquer le CCF. Ils n'ont plus à faire la demande au rectorat pour obtenir cette habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation. Pour les autres, qui ne relèvent pas de cette liste que je viens d'évoquer, il suffit d'en faire la demande au rectorat. Et bien souvent, si le CFA fonctionne correctement sur le plan pédagogique, il n'y a aucun problème, il obtiendra son habilitation. Ensuite, diapo suivante. Alors, tout ce que je viens d'évoquer et tout ce qu'a évoqué tout à l'heure Thierry se trouve dans un document qu'on appelle un vademecum, qui s'appelle « Mise en œuvre de mobilité à visée certificative à l'étranger dans les diplômes professionnels relevant du ministère de l'Éducation nationale ». C'est un vademecum qui a été rédigé par les experts ECVET et experts VET à l'heure actuelle. Sa mise à jour, elle est assez récente, c'est au mois de mars 2021, en tenant compte des derniers textes sur la mobilité. Et au bas de cette diapo, je pense que vous aurez accès à ces diaporamas. En bas de la diapo, vous avez un lien pour récupérer ce vademecum qui est sur le site de l'agence Erasmus. Sur le site EduSchool, on a également un lien pour récupérer ce vademecum. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Verchy et M. Joseph, de vos interventions. Je pense qu'elles nous ont bien amené à réfléchir justement sur la mise en place. Alors, l'objectif, c'est qu'on puisse discuter ensemble avec vous, avec la salle. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos compléments, de ce qui vous pose peut-être difficulté pour pouvoir mettre en œuvre tout ça dans les établissements, qu'on puisse avoir aussi des éclairages complémentaires. Juste un mot sur le cas des diplômes ministériels de l'Agriculture. L'essentiel de ce qui a été dit par Jean-Jacques Diverchy est valable pour notamment les bacs professionnels agricoles. Je voudrais juste souligner une particularité de ces diplômes, de ces bacs agricoles, c'est-à-dire qu'ils comportent une épreuve qui s'appelle optionnel qui s'appelle le module d'adaptation professionnelle. Voilà. Et il y a la possibilité dans les bacs agricoles donc, de prévoir des compétences complémentaires qui ne sont pas contenues dans le diplôme, mais qui peuvent être, en fonction du contexte, en fonction des situations, qui peuvent faire l'objet d'une épreuve supplémentaire. Et moi, je pense que c'est une opportunité dont on peut s'emparer lorsqu'il s'agit d'effectuer une mobilité, puisqu'à l'intérieur de ce module d'adaptation professionnelle, on peut introduire des compétences nouvelles, des compétences qui sont spécifiques au pays d'accueil,
ou des compétences liées au métier qui ne sont pas prises en compte dans le référentiel du diplôme. Et donc là, on a une coquille vide finalement, à l'intérieur de laquelle on peut glisser donc des compétences qu'on souhaite valoriser à l'issue d'une mobilité et pour lesquelles on peut mettre en place le mécanisme qui vous a été décrit, savoir d'écrire un résultat, un acquis d'apprentissage, on les regrouper en unités pour que ça fasse bloc, que ça ait du sens sur le plan métier, et puis en mettre en place derrière une évaluation donc, qui permet donc de garantir les conditions dans lesquelles sera évaluée cette épreuve qui va se glisser à l'intérieur de ce module d'adaptation professionnelle. C'est une particularité des bacs du ministère de l'Agriculture et c'est une particularité qui me paraît intéressante et totalement compatible avec les principes qu'on a évoqués. Voilà, je voulais en dire 2 mots parce que je sais que dans beaucoup d'établissements qui pratiquent ces diplômes-là, c'est une opportunité qui est saisie et qui fonctionne assez bien. Exactement, merci beaucoup. Bonjour. C'est mobilité à visée certificative. Elle concerne quel type de mobilité? En fait, il faut que ce soit des périodes de stage. C'est quoi en fait? Il faut un nombre de jours minimum. C'est quel type de mobilité? Alors, on peut répondre à 2 voix. Donc, juste si j'ai bien compris la question, parce que le volume sonore était assez faible, je crois que vous évoquez le fait de savoir les moments pendant lesquels on peut envisager de mettre en place les principes qu'on a évoqués. Alors, tout dépend si on parle de mobilité concernant des lycéens. Les mobilités se font le plus souvent pendant les périodes de formation au milieu professionnel. On s'empare de ces périodes-là pour l'établissement, saisissent de ces périodes-là pour faire partir leurs jeunes à l'étranger. Et donc, c'est pendant ces périodes qu'on peut mettre en place les mécanismes qui vous ont été décrits. Alors, en ce qui concerne les durées, je pense qu'il n'y a pas de règle en la matière. Voilà. Pour une unité facultative, je vais prendre les choses autrement. Excusez-moi de faire un petit détour. On est en train actuellement de déployer pour les centres de formation d'apprentis, mais je crois que c'est transférable à tout type d'établissement, un module de professionnalisation des référents mobilité. Dans ce programme de professionnalisation des référents mobilité, il y a un module qui concerne effectivement toutes les dispositions réglementaires, tous les outils dont on peut s'emparer pour valoriser, reconnaître les acquis d'une mobilité. Et donc, dans tous ces dispositifs, évidemment, on présente ce qu'on vous a présenté ce matin, les principes d'EGVET, l'unité facultative de mobilité, quand elle est applicable au diplôme concerné, puis on présente aussi le REPAS. Et à la fin, donc, et là je vais revenir à votre question, on fait un peu une synthèse de ces différents dispositifs en disant finalement, sans donner des règles, on donne des points de repère. Quand est-ce qu'on peut les recommander, donc d'utiliser une unité facultative de mobilité en termes de durée? En termes de durée, il n'y a pas besoin d'avoir une durée très importante pour finalement mettre en œuvre une unité facultative de mobilité, puisque ça porte sur un environnement professionnel au sens très large du terme, ça porte sur des aspects un peu transversaux, ça porte sur une découverte donc, de l'environnement au sens général du terme du pays d'accueil. Et donc là, on considère que des mobilités de 2 semaines sont tout à fait compatibles avec une unité facultative. Lorsqu'on parle des principes d'EGVET, c'est-à-dire qu'on veut valoriser de la compétence professionnelle. Cette compétence professionnelle, donc il faut la construire, il faut la mettre en œuvre, donc suivant un processus donc qui est propre au pays d'accueil. Il faut ensuite pouvoir l'évaluer. Et c'est vrai que dès qu'on veut mettre un mécanisme de ce type en place, on a plutôt tendance à considérer, quand on regarde les projets qui ont eu lieu dans les années précédentes, qu'il faut au minimum 2 semaines, c'est-à-dire qu'en dessous de 2 semaines, ça paraît très compliqué d'avoir un objectif de reconnaissance, d'évaluation, de valorisation de compétences professionnelles dans un pays étranger. Donc, pour l'unité facultative de mobilité, les repères qu'on donne, c'est valable tout le temps. Quelle que soit la mobilité, vous pouvez la mettre en place, même pour des mobilités courtes. Mais si on veut valoriser la compétence professionnelle, en dessous de 2 semaines, ça paraît quand même compliqué de valoriser quelque chose qui fasse bloc, une unité facultative, une unité professionnelle obligatoire. Ça paraît compliqué. Alors, c'est juste des repères, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes particulières.
mais voilà les repères que l'on donne et que finalement, quand je faisais référence à dispositif de professionnalisation de référents mobilité, quand on échange avec des référents qui sont pour certains des gens un peu expérimentés, qui ont un vécu et qui font retour d'expérience, on tombe généralement sur ces repères-là. Mobilité courte, l'UFM est tout à fait compatible. Pour les mobilités qui visent à reconnaître la compétence professionnelle, voilà, 15 jours, 3 semaines, ça semble être un minimum pour pouvoir dire quelque chose qui rentre dans le cadre réglementaire qui vous a présenté Jean-Jacques. Voilà un peu le retour d'expérience qu'on peut vous donner. Si je peux rajouter un petit point, c'est que, bon, tout à l'heure Thierry a parlé d'habitude on utilise les périodes de formation au milieu professionnel, mais rien n'interdit de le faire aussi en dehors de ces périodes de formation au milieu professionnel. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il faut mobiliser toute l'équipe pédagogique dans ce projet de mobilité. Ça pourrait se faire avec des échanges entre des apprenants venant d'un pays, entre deux pays et entre deux établissements, mais rien n'interdit de le faire en dehors de ces périodes de formation au milieu professionnel. Merci beaucoup. Je pense que ça a été suffisamment clair et précis, très bien. Et puis, on peut rajouter que les réformes qui visent au niveau des certificateurs à transformer les diplômes par bloc de compétences aident aussi beaucoup à la mise en place de ce principe-là. Donc, je pense que ça va vraiment nous aider aussi à aller un petit peu plus loin. Oui, exactement. Tu fais bien de le souligner, Jean-Yves, parce qu'en fait, tout à l'heure, on parlait de transparence. Donc, et d'un objectif qui est celui des initiatives européennes pour que les systèmes de formation dialoguent mieux les uns avec les autres. Donc, on voit bien que cette transparence-là, qui est quand même un objectif à long terme, là, sur lequel quand même les choses sont mises en place étape par étape, provoque au niveau des systèmes de formation professionnelle en Europe de la convergence. Voilà. Parce que petit à petit, les systèmes évoluent, et donc le fait qu'aujourd'hui, la réforme professionnelle, la formation professionnelle en France fasse apparaître cette notion de bloc de compétences qui s'impose pratiquement à toutes les certifications professionnelles, va dans le sens de ce qui vous a été présenté. Donc aujourd'hui, on voit que la compatibilité entre ces principes et notre système tel qu'il évolue aujourd'hui est très certainement beaucoup plus forte qu'elle était il y a 10 ans. Voilà, donc la transparence favorise la convergence. Voilà. Et donc, on a quand même des principes qui convergent pour rendre ces mécanismes plus facilement applicables. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres réflexions? Si, je vous donne la parole après. Donc, il faut bien parler fort pour les deux. Bonjour. Moi, j'ai une question au niveau des traductions de conventions de stage. Alors, pour l'anglais, l'allemand, l'espagnol, voilà, je dirais que ça pose sans doute moins de problèmes. Mais par contre, là, on a des élèves qui vont partir en Grèce. Et au niveau de la traduction des conventions de stage, pour le moment, ils ne demandent pas là-bas, les partenaires ne le demandent pas, mais ils sont en train de considérer de le demander. Et j'aurais voulu savoir si au niveau des ministères, bon, moi je suis au ministère de l'Agriculture, mais voilà, j'aurais voulu savoir ce qu'il en était. Merci. Je vous laisse répondre ou je réponds? Moi, je n'ai pas bien entendu, j'ai entendu qu'il s'agissait de questions des conventions de stage, oui, mais il y a des éléments de la question qui m'ont échappé. Voilà, c'est la question des traductions des conventions de stage au niveau européen. Et on a toujours cette difficulté, et particulièrement là, des stages européens en Grèce, de ces questions aussi de traduction et de conventions de stage reconnues au niveau européen. Et là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il y avait eu des tentatives par le passé d'avoir une plateforme qui permettait d'avoir les conventions traduites en plusieurs langues. Et
elle est obsolète à cette heure au vu des évolutions des réglementations des différents pays. Ça reste une difficulté, mais il faut établir une convention de stage. C'est obligatoire pour se sécuriser dans tout le système au-delà du kit de mobilité. Oui, là, on est sur des aspects réglementaires, hein, donc, et juridiques de protection des publics qui partent en formation, puis aussi de protection des structures qui les envoient. Donc, c'est vrai que ça reste un problème complexe, mais il y a des modèles aujourd'hui quand même de conventions de stage qui aujourd'hui permettent de coller à la réglementation, hein. Et dans le vadémécum que j'évoquais tout à l'heure, Voilà. vous Voilà. avez les conventions qui sont reconnues par le ministère de l'Éducation nationale, qui ont été rédigées par le ministère de l'Éducation nationale et qui sont traduites déjà en anglais, allemand et espagnol. Donc, dans ce vadémécum, vous allez trouver des exemples de conventions. Très bien. Merci de cette précision, hein. On a la même chose au niveau du ministère de l'Agriculture. On sait qu'elle n'est pas traduite encore, mais voilà, la convention est financée. Je vous laisse également poser votre question. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Une remarque concernant la reconnaissance du diplôme de bac professionnel. Si on le compare au bac général, quand les élèves sont en section européenne, ils obtiennent un bac et c'est écrit sur leur diplôme, bac mention européenne. Donc, voilà, c'est une remarque, c'est que pour le bac professionnel, quand bien même ils ont obtenu l'unité de formation à la mobilité, l'UFM, ce n'est pas indiqué sur leur diplôme, mais c'est juste c'était pour en faire part. C'est une remarque, si je peux me permettre de faire une remarque sur la remarque. Moi, je pense que vous parlez des bacs professionnels. Les bacs professionnels, tous, Jean-Jacques Diverchy l'a dit, tous intègrent l'unité facultative de mobilité, hein, puisque c'est une disposition générale pour les bacs professionnels. Et donc, petit point sur lesquels, je suis peut-être un peu en décalage avec ce que Jean-Jacques vous a dit. Moi, je pense qu'à partir du moment où des jeunes partent à l'étranger en bac professionnel, il y a tous les arguments pour finalement rendre cette unité facultative de mobilité, qui est une épreuve optionnelle, mais la rendre obligatoire donc pour les jeunes qui partent. C'est pas très lourd à mettre en place. Il y a une petite évaluation à faire en entreprise ou en tout cas dans la structure d'accueil. Il y a une évaluation à faire au retour. Bon, ça apporte des points en plus, mais pour répondre à votre question, ça permet de recevoir, si le jeune réussit son diplôme, une attestation, c'est-à-dire un document écrit dans lequel il est indiqué qu'un jeune est parti en mobilité et que dans son parcours, il a bénéficié d'une expérience à l'étranger. Donc, ce n'est pas écrit sur le bac, mais il y a un document, une trace papier de son expérience de mobilité. S'ils passent cette épreuve, s'ils ont plus de 10 et s'ils réussissent leur bac, ils vont avoir un élément qui permet de laisser une trace de leur mobilité et de l'expérience qu'ils ont pu vivre dans leur parcours de formation. Très bien, merci. Voilà, donc on va passer la parole maintenant à Madame Marie-Pierre Perchet pour la session européenne. Et avant, la parole, si vous permettez, devant, la part de Madame Dard. Donc, tout à l'heure, nous disions que, justement, pour tout ce qui était certification, il fallait se mettre autour d'une table, travailler tous ensemble. Donc, voilà, nous avons cette chance-là d'avoir des inspecteurs dans la région académique qui sont impliqués, qui travaillent là-dessus, autant avec les enseignants qu'avec les directeurs opérationnels de nos CNQ. Et je vais laisser dans un premier temps la parole à Madame Dard pour réagir donc à ce que dit Madame Marie-Pierre, puis à la merci. Oui, je voulais peut-être rebondir sur la question précédente concernant la section européenne. La section européenne, elle existe également au lycée professionnel. Les élèves de lycée professionnel ont également, tout comme les élèves de lycée général, la possibilité de passer cette section européenne, de s'inscrire, de faire partie du vivier des élèves qui ont intégré une section européenne. Et bien évidemment, c'est la même démarche pour le lycée général,
ils n'obtiennent certes pas une mention européenne, une indication européenne sur le diplôme du bac, mais c'est exactement la même démarche. Je dirais la plus-value d'une section européenne par rapport à l'unité facultative de mobilité, c'est que le linguistique, les aspects linguistiques sont pris en compte. Alors que pour l'unité facultative de mobilité, mobilité pro, c'est complètement déconnecté du linguistique, ce qui permet aussi, il y a le grand avantage qui permet à un plus grand nombre d'élèves d'accéder à ces mobilités. Parce que souvent, des freins linguistiques et des détails, et du coup, peut-être que les élèves s'auto-censuraient et ne pouvaient pas partir dans des pays comme le Grèce ou autres pays. Voilà. Donc, on n'enseigne pas forcément la langue. Donc, ce sont des dispositifs complémentaires. Oui. Comme vous l'avez dit, il faut justement tous les élèves qui s'engagent dans une mobilité sont bien évidemment invités par les enseignants à s'inscrire. Et comme vous l'avez dit, ça n'est pas très contraignant, d'autant qu'il n'y a pas d'évaluation de la langue étrangère. Juste une petite précision. À présent, notre IELTSG en lettres anglaises, on a caché. C'est la question. Donc, on a caché, inscrit en lettres anglaises. Donc, je voulais rebondir sur ce que vient de dire ma collègue Melinda. Donc, je ne vais pas rajouter, mais en effet, comme cela vient d'être expliqué, la section européenne existe bien en lycée professionnel. C'est tout à fait possible pour les élèves de lycée professionnel d'être inscrits ou d'avoir une mention sur le baccalauréat professionnel, car avec un positionnement et des enjeux linguistiques, comme cela vient d'être dit. Donc, c'est vraiment important que tout le monde le sache. Et il y a beaucoup de lycées professionnels qui sont investis dans des sections européennes avec de nombreux élèves qui, sur leur baccalauréat professionnel, peuvent justifier donc de cette mention complémentaire en plus de BFM. On est sur deux choses différentes. Voilà. Il faut juste bien repréciser les choses. Merci beaucoup. Donc, on continue, si vous le permettez, avec le témoignage d'une directrice opérationnelle de campus et métiers, un CLU d'application, campus de microtechnique sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Madame Didier, c'est à vous. Bonjour. Merci de la parole. Voilà, je me présente, je suis Marie Didier, directrice opérationnelle du campus de métiers et système intelligent. Le campus travaille à la mise en place de 5 partenariats dans le domaine de la mécatronique et des biotechnologies depuis un an, avec 6 lycées partenaires de Bourgogne-Franche-Comté, avec des établissements en Allemagne, en Italie et en Espagne, dont 3 de ces partenariats sont effectués à travers le consortium, que je remercie d'ailleurs. Et puis, mardi 3 octobre, enfin 5 octobre, nous sommes fiers parce que nous avons signé la première convention de partenariat entre le lycée Saint-Joseph-la-Salle de Dijon et un institut technique supérieur dans le pays, qui fait de Aerospazio Uniforme. Et au mois de novembre, une délégation française, une délégation de 3 lycées de Bourgogne-Franche-Comté va être accueillie dans le bureau de Hambourg, toujours dans le cadre de la mécatronique. Et puis, nous avons été accompagnés pour cela par Madame Dard, inspectrice de l'Éducation nationale et allemand lettres, à qui je donne la parole. Voilà, dans le prolongement de ce que vient de dire Madame Didier, effectivement, les CMQ, les campus des métiers et des qualifications, nous offrent un espace supplémentaire pour les mobilités, puisque l'ouverture internationale est un axe très fort. Il le devient encore davantage avec cette nouvelle génération de campus, dit campus d'excellence. Donc, mais c'est vrai que dans nos 2 académies, qu'il s'agisse de l'académie de Besançon ou celle de Dijon, les mobilités, enfin, il y a un réel dynamisme autour des mobilités. C'est pas Madame Lamy-Lecomte qui me démentira. Donc, nous n'avons pas attendu les CNQ, etc. pour le faire. Et comme vous l'avez rappelé, la transformation de la voie professionnelle nous donne encore une possibilité supplémentaire, un levier supplémentaire, parce que là aussi,
la dimension internationale est réaffirmée. Et aussi la notion de projet, c'est très important puisque nous encourageons vivement les mobilités autour de projets communs, bien évidemment. Et je peux aussi peut-être faire référence aux chefs-d'œuvre dans la voie professionnelle. Nous encourageons les enseignants, dans le cadre des partenariats qu'ils peuvent avoir avec des établissements étrangers, à travailler sur des chefs-d'œuvre communs. Voilà, français avec un joli partenaire. Concernant les dispositifs de valorisation, bien sûr, toutes les équipes sont vivement encouragées à s'en saisir, qu'il s'agisse de l'unité facultative de mobilité ou même tout simplement des stages des PFMP, donc des mobilités dans le cadre des PFMP, dans le cadre des 12 semaines obligatoires en baccalauréat professionnel. Donc, beaucoup d'établissements choisissent, par exemple, l'année de première pour envoyer leurs élèves en PFMP à l'étranger, et les professeurs du domaine professionnel, accompagnés souvent d'un professeur de langue, se rendent dans le pays pour évaluer les élèves en PFMP. Et ces tests de stage sont partie intégrante de la certification. Je voulais juste peut-être ouvrir sur une petite difficulté, peut-être un chantier qu'il faut encore qui s'ouvre à nous, c'est l'intégration des apprentis. Nous avons de plus en plus dans nos classes, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la transformation de la voie pro, mixité des publics et mixité des parcours. Et c'est vrai que ça pose parfois problème pour envoyer des apprentis à l'étranger, parce qu'il y a des contraintes qui font que les chefs d'entreprise parfois sont un peu réticents, etc. Et je crois que c'est quelque chose sur quoi nous devons encore plus travailler. Pour nos élèves qui sont tous adultes scolaires, en général, ça ne pose pas de problème, mais pour les apprentis, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je parle un petit peu pour l'allemand, c'est plus simple dans la région frontalière. Il y a beaucoup de choses qui existent, et notamment des certifications complémentaires, comme la CPVAPRO, etc., que nous souhaitons étendre dans nos deux académies, peut-être avec des équipes. Je parle pour l'allemand, là, je suis désolée, je n'ai pas compris allemand. Voilà, un dispositif que nous souhaitons étendre dans les deux académies. Peut-être pour intégrer davantage d'élèves avec des exigences moindres que celles qui peuvent être attendues dans les activités frontalières, où la vie quand même un autre statut. Voilà. Merci beaucoup de vos témoignages. Ça permet de faire une petite transition avec le futur site internet du consortium qui aura une page spécifique dédiée pour les maîtres d'apprentissage. Donc, dans l'objectif de développer cette mobilité pour les apprentis. Merci beaucoup, en tout cas, de vos témoignages. Alors, justement, est-ce qu'il y a encore des questions? Et puis après, on va vous libérer. Merci. Voilà, alors, je vais juste rajouter une petite chose, donc vraiment dans le prolongement de tout ce qui est dit. Donc, nous aussi, en tant qu'inspecteurs, nous bénéficions cette année, au niveau du rectorat de Besançon, d'une mobilité professionnelle. Donc, on veut encourager ça aussi. Donc, je remercie encore vivement Adravic, voilà, et aussi Yannicka, parce que vraiment, c'est important aussi, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, qu'au niveau de l'institution, nous pouvons aussi avoir les pratiques de nos partenaires étrangers. Donc, nous allons nous rapprocher au consortium du lycée Mandela ou d'un cours pour une mobilité sur la Finlande. Donc, 3 inspecteurs, 5 même, vont pouvoir partir cette année dans ce cadre-là. Et c'est vrai que je voulais le souligner parce que c'est très très important, ce dynamisme, cette volonté de mobilité, comme l'a souligné mon collègue, dans la transformation de la voie professionnelle, c'est un des critères. Donc, je voulais juste rajouter ceci. Merci. Merci beaucoup. Vous faites bien de le préciser parce que tous ici présents, en fait, on peut bénéficier nous-mêmes de mobilité grâce au programme. Donc, n'hésitez pas aussi à des lycées professionnels, bien entendu, pas touristique, on est d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ça doit aller. Et en tout cas, on remercie vraiment nos deux experts, M. Deverchy et M. Joseph,
de votre intervention. Je pense que voilà, l'objectif a été atteint de pouvoir nous mettre dans cette dynamique de validation des acquis d'apprentissage dans un cadre européen. Et je pense que notre consortium va vraiment développer un maximum ce type de validation d'acquis. On a déjà énormément développé les unités facultatives de mobilité et je pense qu'on doit être à peu près à 70% des établissements qui l'ont mis en œuvre réellement. Et ce qui serait bien, ça serait de pouvoir aller vraiment sur la validation d'acquis dans le cadre de la certification. Là, on a encore un petit peu de chemin à faire, mais en tout cas, il y a des tentatives, il y a des expérimentations, et ça, c'est très bien que les encourager. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, et merci d'avoir pris ce temps avec nous. Merci de nous avoir invités. Au revoir. Au revoir.